Le Koweït vient de tirer les gardiens de la révolution iranienne en pleine lumière. 4 officiers de l'IRGC en uniforme ont été arrêtés à bord d'un bateau de pêche affrété près de l'île de Bubiyan. 6 hommes armés se trouvaient à bord au total, 4 capturés, 2 ont réussi à s'échapper. Un soldat koweïtien a été atteint par balle et blessé dans l'échange de tirs. Au même moment, 3 destroyers américains ont été visés par une attaque combinée de missiles, de drones et de petites embarcations dans le détroit d'Ormuz. Et quelques heures plus tard, des missiles balistiques et des drones iraniens ont été interceptés au-dessus de l'espace aérien des Émirats arabes unis, entraînant des déroutements de vols depuis plusieurs aéroports européens et sud-asiatiques, ainsi qu'un avis national demandant à la population de rester à l'abri, émis par l'autorité émiratie de gestion des urgences. Donald Trump a rejeté l'offre de paix de Téhéran à la télévision en direct, l'a qualifié de déchet et a dit aux journalistes que le cessez-le-feu avait maintenant, selon ses propres mots, 1% de chance de survivre. Voici ce que nous savons au sujet du Koweït. Le vendredi 1 mai, un navire de pêche s'est approché de l'île de Bubiyan. Bubiyan n'est pas un simple bout de roche obscur. C'est la plus grande île du Koweït, située dans le nord-est du pays, juste au sud de la frontière irakienne, et elle accueille un port commercial en eau profonde appelé Mubarak al-Kabir. La Chine soutient ce projet portuaire dans le cadre d'une poussée régionale plus large en matière d'infrastructure. Ce seul détail explique pourquoi Bubiyan compte. C'est l'une des seules portions de littoral du Golfe qui pourrait un jour rivaliser avec le carrefour maritime contrôlé par l'Iran sur la rive opposée, à Bandar Abbas. 6 hommes armés se trouvaient sur ce bateau. Le ministère koweïtien de l'Intérieur en a nommé 4 ce mardi, après leurs aveux. Écoutez bien les grades. Le colonel de marine Amir Hussein Mohammad Zaraï, le colonel de marine Abdol Samad Badelat Konweidi, le capitaine de marine Ahmad Jashmi Gahem Reza et le premier lieutenant Mohammad Hossein Sarab Farokirad. 2 colonels, un capitaine, un premier lieutenant. Ce n'était pas une sortie de pêche qui avait mal tourné. C'était une équipe navale de l'IRGC en uniforme. Lors de leur interrogatoire, les 4 hommes ont dit au service de sécurité koweïtien qu'ils avaient été chargés par les gardiens de la Révolution de mener des actes hostiles sur le sol koweïtien. Le bateau lui-même avait été spécialement affrété pour la mission. Le Koweït n'a pas laissé traîner l'affaire. Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a invoqué l'article 50 et 1 de la Charte des Nations Unies, l'article qui autorise un État à se défendre militairement et à exiger que l'Iran cesse immédiatement et sans condition ses actes hostiles illégitimes. Jusqu'ici, l'Iran n'a pas du tout reconnu l'allégation. Maintenant, c'est ici que les choses se compliquent. La plupart des gens supposent que l'arrestation au Koweït est un événement isolé, un débarquement raté, 4 hommes en détention, une histoire qui disparaît avant vendredi. La réalité est l'inverse. Le Koweït est le premier signe visible d'un système du Golfe qui se fissure discrètement depuis 2 mois et demi. L'Arabie Saoudite et le Koweït ont déjà levé les restrictions qu'ils avaient imposées à l'utilisation de leur base et de leur espace aérien par l'armée américaine. Bahreïn vient de condamner 3 accusés distincts à la prison à vie pour un travail présumé avec l'IRGC, après que les autorités y ont arrêté 40 et 1 personne dans une enquête distincte liée à l'Iran. Les Émirats arabes unis interceptent des missiles et des drones iraniens depuis si longtemps qu'ils ont cessé de publier des communiqués quotidiens. Le portrait n'est pas celui d'un seul incident au Koweït. Le portrait, c'est celui de 6 États du Golfe, signalant tous une activité iranienne à l'intérieur de leurs propres frontières dans la même fenêtre de 2 semaines. Et voici la partie que le cycle médiatique n'a pas correctement absorbée. L'île de Bubiyan accueille des ports et des centrales électriques. Elle se trouve dans la ligne de vue directe de l'entrée du golfe Persique, le point d'entonnoir par lequel passe presque chaque pétrolier qui quitte la région. Une petite équipe armée sur Bubiyan, non détectée, pourrait causer de vrais dégâts sans tirer un seul missile balistique. C'était pas un débarquement symbolique. C'était un actif avancé qui se mettait en position
2 de ces hommes se sont échappés. Le Koweït ne sait toujours pas où ils sont. Restez avec moi, parce que ce qui s'est passé ensuite en mer est la partie de cette histoire que les communiqués officiels s'efforcent très fort d'adoucir. Le jeudi 8 mai, 3 destroyers américains ont transité par le détroit d'Ormus, l'USS Truxtun, numéro de coque 103, l'USS Rafael Peralta, numéro de coque 115, et l'USS Mason, numéro de coque 87. Les 3 sont des destroyers lance-missiles de classe Harley-Burke, la même famille de coques qui a géré presque tous les grands engagements de surface que la marine américaine a menés au cours des 20 dernières années. Chaque navire transporte le système de combat Aegis, des cellules de lancement vertical chargées pour intercepter à la fois des missiles balistiques et des missiles de croisière, ainsi que des canons phalanx de défense rapprochés pour les dernières secondes de l'engagement. L'Iran leur a lancé tout ce qu'il avait. Des missiles balistiques, des missiles de croisière conçus précisément pour couler des navires, des drones suicides rôdeurs transportant de lourdes ogives, et la partie que vous n'avez probablement pas entendue dans le titre, des embarcations d'attaque rapide. Les petits esquifs armés que la marine de l'IRGC utilise pour encercler de plus grands navires de surface. Le Pentagone affirme que chaque arme entrante a été interceptée, aucune coque américaine n'a été touchée. Le président a ensuite décrit toute l'affaire comme une petite tape affectueuse. Cette expression, petite tape affectueuse, gardez-la en tête. Parce que dans les heures qui ont suivi, les États-Unis ont riposté sur la côte iranienne. Le Central Command a ciblé des sites iraniens de lancement de missiles et de drones, des installations de commandement et de contrôle, ainsi que des nœuds de renseignement, de surveillance et de reconnaissance à 2 endroits, Bandar Abbas et l'île de Keshm. Bandar Abbas est le plus grand port commercial du pays. Keshem est une base militaire insulaire. Les médias d'État iraniens ont accusé les Émirats arabes unis d'avoir aidé les États-Unis à organiser l'engagement. Les Émirats arabes unis ont nié toute implication, mais cette seule accusation est ce qui a ramené les Émirats dans la ligne de mire dès le lendemain. Voici le contre-récit iranien placé côte à côte avec le récit américain. L'agence Farse, le média privilégié de l'IRGC, a affirmé que les 3 destroyers américains avaient subi des dommages importants et avaient été forcés de fuir la zone. Le Pentagone ne dit rien de tel. Les 2 versions ne peuvent pas être vraies. Ce que l'on peut vérifier à partir du communiqué corrigé du Central Command publié le lendemain, c'est que le Truxtun, le Rafael Peralta et le Mason opèrent maintenant ensemble en mer d'Arabie en appui au blocus américain contre les exportations pétrolières iraniennes. Ils ne se sont pas retirés, ils ont été repositionnés. Maintenant, placez ce fait à côté de celui-ci. Dans les 24 heures, suivant l'engagement des destroyers, des sirènes d'alerte aérienne se sont déclenchées à Dubaï et à Abu Dhabi. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a annoncé de nouvelles interceptions de défense aérienne au-dessus de l'espace aérien émirati. 2 missiles balistiques, 3 drones, des batteries Patriot ont illuminé l'horizon pendant que des résidents de plusieurs quartiers de Dubaï rapportaient avoir entendu des interceptions au-dessus de leur tête. 3 personnes ont subi des blessures modérées dans la grande région de Dubaï pendant la même période. Les autorités enquêtent sur les circonstances. L'aéroport international de Dubaï, le plus achalandé au monde pour le trafic international de passagers, est passé en posture d'urgence. Des vols entrant en provenance de Munich, Amsterdam, Zurich et Bengaluru ont été déroutés, suspendus ou annulés dans la même fenêtre. Les grands aéroports régionaux du Golfe se sont empressés de dégager leur corridor d'approche. L'autorité nationale de gestion des urgences, des crises et des catastrophes des Émirats arabes unis a envoyé des alertes nationales à tous les téléphones mobiles du pays et a demandé aux résidents de rester à l'intérieur, d'ignorer les rumeurs sur les réseaux sociaux et de suivre uniquement les canaux officiels. Et ce n'est pas la première fois que l'espace aérien de Dubaï se transforme en zone de combat active depuis le début de la guerre. Une personne a été tuée dans le district d'Al-Barsha. Les autorités émiraties ont attribué ce décès à la chute de débris d'interception. La tour 23 Marina, à Dubaï Marina, l'un des bâtiments les plus reconnaissables de la ligne d'horizon, a été directement touché par un projectile iranien.
Le port de Jebel Ali, l'un des plus grands ports à conteneurs de la planète, a pris feu après que des fragments d'interception tombés au sol ont enflammé une zone de carburant. Les défenses aériennes de Dubaï ont maintenu une posture d'interception active pendant tout le conflit. Malgré un taux d'interception élevé, le volume de tirs entrants a maintenu une pression opérationnelle sur les systèmes de défense des Émirats. Les primes d'assurance contre les risques de guerre sur les routes de transit du Golfe ont augmenté pendant 10 semaines consécutives. C'est ce que l'industrie aérienne ne veut pas discuter à voix haute. Même les interceptions réussies créent des considérations secondaires pour l'aviation civile. L'autorité de l'aviation des Émirats et les transporteurs régionaux coordonnent des protocoles de gestion de l'espace aérien tout au long de la période de conflit, ce qui a contribué à des perturbations continues des vols dans les corridors d'approche du Golfe. Nous devons revenir à cette dimension économique dans une minute parce que les chiffres vont vous dire exactement comment tout cela se termine. Mais d'abord, écoutez ce que le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a dit cette semaine. Son nom est Esmail Baghaei. Baghaei a dit aux journalistes que Téhéran avait reçu des rapports selon lesquels des ressortissants iraniens auraient été harcelés aux Émirats arabes unis au cours des 7 derniers jours. Il a dit que les ambassades et les consulats iraniens à Dubaï avaient reçu l'instruction de suivre la situation de près. Et ensuite, il a dit, et je paraphrase sa construction exacte, que l'Iran n'hésiterait pas à prendre toutes les mesures nécessaires relevant de son autorité pour soutenir son peuple. Dans le langage de la diplomatie normale, cette phrase est procédurale. Dans le langage du Golfe actuel, c'est un avis d'intention. Si un ressortissant iranien est rapporté agressé aux Émirats arabes unis la semaine prochaine, Téhéran vient de poser les bases juridiques pour qualifier cela de provocation stratégique et réagir en conséquence. Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a répliqué le même jour. Il a déclaré que ses relations internationales et ses partenariats de défense relèvent exclusivement de sa souveraineté, qu'aucune partie n'a le droit de les utiliser comme prétexte à des menaces et que toute rhétorique comportant des menaces directes ou indirectes contre ces infrastructures civiles constitue une conduite inacceptable au regard de la Charte des Nations Unies. Traduction, nous ne changeons pas notre position sur les États-Unis et nous mettons ce refus par écrit. Maintenant, je veux vous ramener à la dimension économique. Parce que c'est là que la guerre cesse d'être une histoire du Moyen-Orient et devient une histoire qui touche chaque foyer qui regarde cette vidéo. Le complexe de traitement gazier de Habshan à Abu Dhabi est la plus grande installation gazière des Émirats arabes unis. Il fournit du gaz à l'ensemble du pays. ADNOC Gas, l'exploitant, a confirmé ce mardi que Habshan fonctionne actuellement à 60% de sa capacité normale. L'entreprise vise une restauration à 80% d'ici la fin de 2026, que les opérations complètes ne reprendront pas avant 2027. Relisez cet échéancier. Un État moderne du Golfe, avec l'appui américain, avec des assurances européennes, avec des entrepreneurs en ingénierie coréens et japonais à portée de main, ne peut pas restaurer complètement une seule installation gazière avant encore 19 mois. C'est la véritable signature des dommages de cette guerre. Le terminal pétrolier de Fujairah traite environ 7 millions de barils par jour en temps normal. C'est environ la moitié de la capacité totale d'exportation des Émirats arabes unis. Toute la raison stratégique de ce terminal est de contourner le détroit d'Ormuz en acheminant le brut par le golfe d'Oman. Quand l'Iran a frappé Fujairah au début de mai, 3 ressortissants indiens ont été blessés et un incendie s'est déclaré dans la zone de l'industrie pétrolière. Ce seul incendie a fait bouger les prix mondiaux du brut dès la séance de négociation suivante. Les chiffres des coûts américains sont encore plus inconfortables. Un haut responsable du Pentagone, Jules W. Hurst III, sous-secrétaire à la guerre par intérim, a dit mardi à la commission des forces armées de la Chambre que le coût estimé des opérations militaires américaines liées à cette guerre avait grimpé à près de 29 milliards de dollars. C'est une hausse par rapport à l'estimation précédente de 25 milliards de dollars. 4 milliards de dollars ajoutés à la facture dans le temps qu'il a fallu pour mettre à jour une feuille de calcul. L'administration Trump a autorisé la libération de 3 millions de barils de la réserve stratégique de pétrole dans un effort coordonné pour calmer les marchés pétroliers mondiaux. C'est la plus importante libération unique de l'année. Voici la contradiction qui démolit le récit officiel. Chaque drone iranien de type Shahed coûte à Téhéran entre 20 000 et 50 000 dollars à fabriquer.
L'intercepteur Patriot, qui là-bas coûte environ 4 millions de dollars par tir. C'est un rapport de coût de 80 à 100 contre 1 en faveur de l'Iran chaque fois que le système tire. Selon le plus récent décompte du ministère de la Défense des Émirats Arabes Unis, les défenses aériennes émiraties ont engagé 537 missiles balistiques, 2256 drones et 26 missiles de croisière tirés depuis l'Iran depuis le début de la guerre à la fin de février. Faites ce calcul à voix haute. Puis, demandez-vous pourquoi le Pentagone continue de décrire cela comme une position de force. La plupart des gens pensent que les États-Unis et leurs alliés du Golfe gagnent cette guerre parce que leur système de défense aérienne fonctionne comme prévu. La réalité est l'inverse. L'asymétrie des coûts entre la production de drones iraniens et les coûts des intercepteurs occidentaux a été largement relevée par les économistes de la défense. Les drones de classe Shahed sont estimés entre 20 000 et 50 000 dollars à fabriquer. Les intercepteurs Patriot sont évalués à environ 4 millions de dollars par tir. Les analystes de la défense ont signalé cette asymétrie comme un facteur structurel pour les opérations prolongées de défense aérienne. Et voici la contradiction que personne à Washington ne veut aborder à voix haute. Le cessez-le-feu négocié par le Pakistan le 8 avril, celui qui est survenu après des frappes, dont plusieurs médias ont rapporté qu'elles avaient tué le guide suprême iranien Ali Khamenei, est maintenant décrit par le président Donald Trump lui-même comme étant, selon son expression exacte, sous assistance vitale massive avec 1% de chance de survivre. Le président a été informé à la Maison-Blanche des options militaires. De hauts responsables de l'administration, s'adressant à la chaîne israélienne Channel 12, ont dit que la prochaine ronde d'action militaire n'est plus une question de si, mais une question de quand. Un responsable aurait déclaré « Trump va les frapper un peu ». Les frapper un peu. C'est le même vocabulaire que petite tape affectueuse. Le même vocabulaire que changement de posture, le même vocabulaire que relocalisation stratégique. Regardez ce qui arrive au langage. Regardez quels mots sont utilisés pendant que la situation s'aggrave. Chaque étiquette est plus douce que la précédente. La réalité sur le terrain est plus dure que la précédente. Vers la fin, je veux vous donner la partie que personne ne relit dans le cycle médiatique. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bakr Kalibaf, a dit publiquement cette semaine à l'auditoire intérieur de Téhéran que les États-Unis n'ont pas d'autre choix que d'accepter la proposition iranienne en 14 points. La même proposition que Donald Trump vient de qualifier de déchet. Le député iranien Ebrahim Rezaei est allé encore plus loin. Il a dit que Téhéran pourrait envisager d'enrichir l'uranium à 90% si le pays subissait une autre attaque. 90%. C'est pas du niveau centrale électrique. C'est pas du niveau recherche. C'est du niveau militaire. Du niveau bombe. L'Iran a aussi déposé une plainte officielle contre les États-Unis devant la cour d'arbitrage de La Haye, citant les attaques militaires contre ses installations nucléaires et les frappes sur des zones civiles, y compris l'île de Keshma, que le commandement iranien a qualifié de violation du cessez-le-feu. Le portrait intérieur est tout aussi sombre. NetBlocks, le groupe de surveillance numérique qui suit la connectivité mondiale, affirme que l'Iran est maintenant largement coupé de l'Internet mondial depuis 74 jours consécutifs depuis le 28 février. Dans cette panne généralisée, le régime a poursuivi les exécutions, y compris, en date de mardi, celle d'un homme reconnu coupable de rébellion armée. La pression externe rejoint la pression interne. Le Trésor américain vient de sanctionner 3 hauts responsables pétroliers de l'IRGC et 9 entreprises distinctes accusées de maquiller des ventes de pétrole iranien à la Chine. Cette campagne s'appelle maintenant Economic Fury. La campagne cinétique initiale s'appelait Opération Epic Fury. Remarquez le schéma. Les étiquettes continuent de promettre la fureur. La réalité continue de produire des officiers de l'IRGC sur l'île de Bubiane, des destroyers sous le feu dans Hormuz et des installations gazières qui ne pourront pas être réparées avant 2027. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, a dit
aux journalistes à Bruxelles. Lublin dit que la situation dans le détroit d'Ormuz s'était encore détériorée à la suite des récentes attaques iraniennes. Elle a utilisé le mot détérioré. Dans le dictionnaire diplomatique, ce mot signifie que nous ne sommes plus dans un cessez-le-feu. Nous sommes dans quelque chose d'autre. Et personne dans aucune capitale n'a encore eu le courage de nommer ce que c'est vraiment. Le Koweït vient d'arrêter 4 officiers de l'IRGC en uniforme sur l'île de Boubiyan après un échange de tirs le 1 mai. 3 destroyers américains ont été visés par des missiles, des drones et de petites embarcations dans le détroit d'Ormuz le 8 mai. Les Émirats arabes unis ont intercepté 2 missiles balistiques et 3 drones au-dessus d'Abu Dhabi et de Dubaï quelques heures plus tard. Des vols en provenance de Munich, Amsterdam, Zurich et Bengaluru ont été cloués au sol. Le complexe gazier de Habshan fonctionne à 60% et ne sera pas entièrement réparé avant 2027. Les 7 millions de barils par jour de Fujairah sont sur la ligne de front. 29 milliards de dollars en coûts militaires américains et ce n'est pas fini. 3 millions de barils libérés de la réserve stratégique de pétrole. 537 missiles balistiques iraniens interceptés par les Émirats arabes unis depuis février, 2256 drones iraniens interceptés par les Émirats arabes unis depuis février, le président des États-Unis qui déclare le cessez-le-feu mort, le président du Parlement iranien qui qualifie la position américaine d'intenable, un ministère iranien des Affaires étrangères qui menace maintenant ouvertement de représailles au sujet du traitement de ses citoyens à Dubaï, une guerre que personne, d'un côté comme de l'autre, n'a voulu appeler par son vrai nom. Voilà le Golfe dans la 2e semaine de mai. La question à poser n'est pas de savoir si la prochaine frappe arrive. La question est de savoir s'il reste quelqu'un au pouvoir d'un côté ou de l'autre de ce combat qui veut vraiment l'arrêter. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt